Au cœur de la montagne cambodgienne, un archéologue français pense avoir identifié une capitale royale, engloutie par la jungle. Une cité qui aurait servi de modèle à l'un des joyaux de l'humanité, Angkor. Depuis sa découverte en 1861, Angkor n'a cessé de fasciner les scientifiques. Le site s'étend à perte de vue, sur plus de 1000 km². Un terrain de recherche inouï pour nous, les archéologues. Angkor est pour moi l'un des plus beaux sites archéologiques au monde, à l'instar de Machu Picchu au Pérou ou de Copan au Honduras. En effet, les différents temples sont comme autant de perles architecturales que l'on découvre au fur et à mesure de la visite. Non seulement l'architecture est fabuleuse, mais elle s'inscrit dans un cadre végétal exubérant, magnifique, qui donne une idée, bien sûr, du côté éphémère de ces civilisations, puisque la nature a repris ses droits un peu partout. Pourtant, à son apogée au XIIe siècle, Angkor était certainement la ville la plus importante au monde. Elle abritait environ 700 000 personnes. Comptait plus de 200 temples, des palais et une ingénierie hydraulique particulièrement élaborée. Un immense empire était administré depuis cette capitale. Il s'étendait de l'actuel Laos aux confins du Vietnam et rayonnait sur toute la péninsule du sud-est asiatique. Un empire puissant, fondé 3 siècles auparavant par un roi devenu légendaire, Jayavarman II. Son histoire est connue grâce à cette stèle. Elle raconte qu'au IXe siècle, Jayavarman II conquiert un large territoire et fonde l'empire Khmer. Il s'en proclame Dieu-roi. Il s'installe alors dans la montagne et crée une puissante capitale royale, Mahendraparvata. Lorsque cette stèle a été déchiffrée au début du XXe siècle, des scientifiques ont mené des expéditions dans la montagne à la recherche de Mahendraparvata, la capitale oubliée. La dernière en date est menée par un archéologue français, Jean-Baptiste Chevance. Pour se rendre à sa base archéologique, il doit emprunter un réseau de pistes tracées à travers la jungle. Dis-moi Jean-Baptiste, avant que tu ne commences à fouiller ici, c'était un endroit qui avait été peu investigué en réalité. Effectivement, l'attention des recherches est d'abord portée sur Angkor, qui concentre la majorité des monuments. Ici, c'est laissé à l'écart pour des problèmes d'accès, des problèmes de présence de Khmer Rouge pendant plusieurs décennies. Sachant qu'auparavant, on a eu quelques investigations, on n'est pas parti de rien, mais en réalité, pas vraiment de fouilles. Un vrai travail de pionnier donc quand même. Oui, d'une certaine manière, ouais, d'une certaine manière. Plusieurs scientifiques ont déjà exploré cette région. En 1936, un historien de l'art, le français Philippe Stern, répertorie une douzaine de temples dans la jungle. Il rapporte de cette expédition des statues et des bas-reliefs aujourd'hui conservés au musée Guimet, à Paris. Dans les années 60, un second scientifique de l'école française d'Extrême-Orient, Jean Boulbet, poursuit les investigations. Mais l'arrivée des Khmers rouges stoppe toute recherche. La région est minée. Il faudra attendre les années 2000 pour que Jean-Baptiste puisse pénétrer à nouveau dans cette jungle. En fin d'après-midi, nous arrivons à An Long Thom. C'est dans ce village traditionnel d'1 millier d'habitants que Jean-Baptiste a installé sa base. Ah, c'est ce que j'appelle une belle maison de fouilles, hein. Tu compares un certain nombre de données cartographiques et architecturales. La première chose qu'il a faite en arrivant ici,
a été d'étudier les relevés de ses prédécesseurs. Régulier que tu as sur cet axe. La première carte vraiment intéressante pour nous, c'est la carte de la mission de Stern, qui donc est celle-ci et sur laquelle on voit apparaître un certain nombre de monuments. Donc c'est bien sûr un petit peu comme à Angkor, c'est sur ces temples, sur les monuments religieux que l'intérêt se porte. Et qui était visible à l'époque. Voilà, c'est dans ces monuments que Stern va aller faire des premières collections d'objets. Mais on parle bien de collecte d'objets, donc c'est-à-dire qu'ils ne font pas de fouilles, ils se contentent de prélever en quelque sorte ce qui les intéresse le plus parce que c'est en rapport avec l'histoire de l'art. Oui, alors à l'époque on appelle ça des fouilles. Il se trouve que la méthodologie a quand même évolué depuis les années 30. Et effectivement, c'est plus du prélèvement d'objets dans le cadre d'une enquête très spécialisée en fait, sur les objets décoratifs dans ces monuments. Très intéressant. Et ça, tu as suivi en quelque sorte ces pas pour aller revisiter tel ou tel monument. Ça a été la base de ce travail de prospection sur des sites clés en fait. Grâce à la présence de ces temples, les prédécesseurs de Jean-Baptiste affirment déjà avoir retrouvé la ville de Mahendraparvata. Mais les techniques de l'époque ne leur permettent pas de dater précisément ces vestiges. Jean-Baptiste a donc repris l'enquête. Sa toute première étape a été de fouiller les temples repérés par ses prédécesseurs pour les dater avec exactitude. Oh, quelle merveille, c'est splendide, hein. C'est beau, hein? Comme ça, au milieu de la forêt et tout, avec Voilà. cette lumière en plus. Et puis on a Vraiment fantastique. un lichen qui recouvre la façade, c'est magnifique. La question à laquelle Jean-Baptiste a cherché à répondre, avant toute chose, est très simple. La date de construction de ces édifices peut-elle concorder avec le règne de Jayavarman II au IXe siècle? Si tu vois dans le détail, on a des frises de rinceaux végétales, des pendeloques, des pilastres sculptés de motifs principalement végétaux. Quand on regarde ça et qu'on pense à Angkor, on a l'impression que c'est quelque chose de plus simple, de plus basique. Alors on est effectivement dans une architecture qui sert un petit peu de laboratoire à ce qu'on va trouver après à Angkor. Mais ici, on est dans une phase où les architectes se cherchent un peu. Et donc les formules architecturales sont assez variées. Et on va s'orienter vers une direction qui sera celle qu'on va avoir vers Angkor après. Et les fouilles que vous avez menées, les recherches que tu as conduites ici sur ce monument, qu'est-ce qu'elles vous ont appris? Alors, l'idée d'abord, c'était de dater son occupation, de dater sa construction. Donc l'idée, c'était de récolter un certain nombre d'indices. Ça peut être des charbons de bois dans les couches qui nous intéressent, ça peut être de la céramique, évidemment, et puis comparer les modes constructifs pour obtenir une certaine datation après étude. Et ça donne quelle date? Alors là, on rentre dans le schéma de la ville de Jayavarman II, donc on se trouve à peu près au début du IXe siècle. Jean-Baptiste a ainsi fouillé plusieurs autres temples. Comme celui-ci, le Haut-Pahang, et sa tour de 25 mètres de haut. Et il a obtenu la même datation, le IXe siècle. À l'intérieur de ces temples, souvent pillés, les archéologues retrouvent parfois des symboles religieux éloquents, très liés à la personnalité de ce roi. C'est le cas de ce fragment de piédestal que les équipes de l'archéologue Ratachin sont en train de déplacer. Oh, hello. Hello, Rata. Hello, nice to meet you. Nice to meet you. Yeah. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ici? We remove the pedestal to the... On remonte ce piédestal à la surface parce qu'il est à moitié enterré et de la moisissure commence à apparaître sur la pierre. The decay will happen to the stone. So it's not good condition. Il n'est donc pas dans des conditions idéales de conservation et nous devons le retirer. One of the... Ça fait partie de notre programme pour préserver ce temple. This temple. Okay. Jean-Baptiste doit étudier ces vestiges, mais il pense d'ores et déjà que ce piédestal pourrait avoir soutenu une statue de Shiva, l'un des 3 dieux supérieurs de l'hindouisme, la religion alors pratiquée dans l'Empire Khmer. Sur ce site,
Jean-Baptiste et son équipe retrouvent souvent cette divinité représentée sous la forme d'un linga, c'est-à-dire un symbole phallique. Jayavarman II, qui s'était autoproclamé Dieu-roi, affectionnait particulièrement cette divinité. Ça laisse supposer qu'il y a un rapport assez étroit entre le sacré et le pouvoir. Tout à fait. On a toujours un lien précis, fort entre le pouvoir royal et le clergé dans la civilisation khmer. Et ce lien va se matérialiser un petit peu plus avec une notion un petit peu complexe qui est celle du Dieu-roi, du roi-dieu, qui est un concept khmer qui est inventé à cette époque et qui renforce d'une certaine manière le lien entre les divinités et le roi. D'accord, ça participe de l'exercice du pouvoir royal. Tout à fait. Jayavarman II, le roi-dieu, semble avoir laissé sa trace ici. Ces vestiges sont-ils donc ceux de sa capitale, Mahendra Parvata? Un autre édifice, situé non loin de là, a permis d'étayer cette hypothèse. Il s'agit des ruines d'une large structure, en gros blocs rouges de latérite, dont on devine encore l'architecture en forme de pyramide. Voilà. Ah ouais, très impressionnant. Hein. Alors ici, on se trouve donc à Rongchen, qui est ce seul et unique temple montagne au Phnom Kulen. Donc il est très important architecturalement, symboliquement. Tu parles de temple montagne, il y a une symbolique attachée à ça? Tout à fait. C'est une pyramide à plusieurs niveaux, ce qui évoque le mont Meru, donc c'est la montagne de la mythologie indienne qui est mentionnée dans la création du monde. Et donc c'est une reproduction de cette montagne et qui nous rapproche des dieux en quelque sorte. Grâce à ces fouilles, Jean-Baptiste a pu modéliser ce temple montagne. Il était constitué de 5 plateformes et mesurait à sa base 220 mètres de côté. Sur certains niveaux étaient construits des galeries et des petits bâtiments annexes. À son sommet, enfin, les archéologues ont retrouvé la trace d'une structure en bois et d'un piédestal qui abritait la statue d'une divinité. Certainement un linga, donc le dieu Shiva. La force de travail qui a été nécessaire pour construire une chose pareille, c'est très très conséquent. Qui est à l'origine de ça? Alors on est forcément là avec quelqu'un qui avait un pouvoir très conséquent, donc on rattache ça forcément à Jayavarman II, le souverain dont on sait qu'il a régné en plusieurs endroits, au Cambodge et en particulier au Phnom Kulen. Nos fouilles ont permis aussi de pouvoir préciser la datation et de la rapprocher des dates connues de son règne. Donc on a quand même de fortes hypothèses pour penser que ce monument a été construit par Jayavarman II. Cette hypothèse fait du Rongchen l'un des tout premiers temples montagne jamais construits au Cambodge. Les archéologues considèrent même ce monument comme une sorte de prototype. Jayavarman II aurait été le premier à avoir érigé des temples montagnes pour en faire un symbole fort de l'unité de l'Empire. Ces temples montagnes vont ensuite être reproduits par ses successeurs. Et ceci se lie parfaitement à Angkor, où subsistent plusieurs temples montagnes, comme le Prérup, le Takeo, ou encore le Bayonne, avec ses tours sculptées au visage de divinité. Le plus abouti d'entre eux étant sans aucun doute le fameux temple d'Angkor Wat. Au sein de l'Empire khmer, la construction d'un nouveau temple montagne marque le sceau d'un nouveau roi sur sa capitale. Ce temple montagne, le Rongchen, est donc un symbole fort qui laisse penser que la fameuse capitale de Jayavarman II, Mahendra Parvata, se trouve bien ici. Mais il manque encore un élément essentiel. Qui dit capitale royale, dit palais royal. Jean-Baptiste est donc parti à sa recherche, au cœur de la jungle. Eh bien, sincèrement, par rapport à ce que je connais, je me sens un peu perdu. Hein. Comment est-ce que tu fais pour identifier les vestiges dans un environnement pareil?
Alors c'est le résultat en fait de pas mal de prospection, c'est-à-dire de marche dans cet environnement. Et en fait, et de relations avec les villageois aussi qui servent de guide. Et en fait, tu vois, par exemple, ici, on a des fragments de briques. Et donc ça, qui dit fragments de briques, dit construction, vestiges de construction. Des briques comme celle-ci, Jean-Baptiste en a trouvé un très grand nombre sur ce site. Il a alors décidé de fouiller la zone. Il a ouvert de grandes tranchées. Et il a découvert ses bases de murs et ses dallages de pierre. Un matériau réservé aux constructions prestigieuses. Grâce à ces données, il a pu restituer ce bâtiment exceptionnel. L'ensemble forme un très grand complexe, de taille hors norme, de forme rectangulaire. Les nombreuses structures qui le constituent en font un édifice unique sur ce site. Et pour Jean-Baptiste, pas de doute, il s'agit du palais royal, le palais de Jayavarman II. La découverte de ce palais, qu'est-ce qu'elle nous apprend sur son occupant principal, Jayavarman II? Alors déjà qu'il avait un palais, évidemment, puisque c'était un élément manquant dans la typologie des capitales khmères. On a un temple montagne, on a des temples satellites et on a en général un palais royal. Ici, c'était l'élément manquant, on l'a à présent. C'est aussi un élément qui nous permet de dire qu'il y avait un pouvoir centralisé, un pouvoir civil, une main-d'œuvre très importante parce que c'est un site extrêmement important, extrêmement grand, qui a nécessité la présence de nombreuses populations pour le mettre en œuvre, pour le construire, pour l'habiter par la suite. Donc c'est une première démonstration d'une organisation spatiale de cette capitale. Mais il manque encore une pièce du puzzle pour affiner l'identification de Mahendra Parvata. Où résidait cette main-d'œuvre? Où se trouvait la ville, à proprement parler? Et quelle en était l'étendue? Les maisons en bois n'ont pas résisté au temps. Sous cette canopée particulièrement dense, impossible de repérer des vestiges arasés. Alors, Jean-Baptiste a fait appel à une technologie de pointe, un radar laser héliporté appelé LIDAR. La technologie du LIDAR a révolutionné la prospection archéologique, en particulier dans des régions comme celle-ci où la couverture végétale est très importante. En effet, le LIDAR permet de passer au travers de cette couverture végétale pour reconstituer le micro-relief du sol. Par conséquent, on peut ainsi identifier les vestiges de construction, de murs, etc., qui sans cela auraient nécessité des heures et des heures, voire des jours de prospection pédestre. Donc un gain de temps considérable et également une précision inégalée jusqu'à présent. 2 campagnes de prospection ont été menées au-dessus d'Angkor et du Phnom Kulen en 2012 et 2015. C'est vraiment un domaine topographique complètement différent. Jean-Baptiste a naturellement été associé à ce projet scientifique international qui a regroupé plusieurs équipes de chercheurs et d'archéologues. On distingue très bien le massif du Phnom Kulen qui émerge de la plaine. Alors on va regarder Grâce au LIDAR, sur l'ordinateur. l'ensemble de la zone a pu être cartographié. Donc là, ce qu'on voit, c'est le temple montagne. C'est la fait. Donc c'est le temple montagne en Hongchen. Fabuleux, hein, parce que là, ça apparaît très très clairement. Voilà. Tandis que nous qui sommes juste au-dessus, c'est pas si évident. Hein. Voilà, tout à fait. C'est l'avantage du LIDAR, c'est que c'est une image extrêmement précise. Grâce à cette technique, Jean-Baptiste a eu la surprise de découvrir de grands axes de circulation qui s'entrecroisent sur plus de 15 km. Ils relient les principaux monuments entre eux et structurent l'espace. Apparaissent également toute une série de digues et de bassins, un réseau hydraulique complexe pour retenir et distribuer l'eau. Un tissu urbain se dessine. Est-ce qu'on a par exemple une idée du nombre de maisons ou du type de quartier, de la densité du peuplement? Oui, on a effectivement un degré de précision important, puisque c'est de l'ordre du mètre, donc on peut effectivement voir un certain nombre de parcelles le long de ces axes qui peuvent correspondre à des zones d'habitat. Alors après, c'est difficile de déterminer combien de personnes vivaient dans cette parcelle et de multiplier l'équation par
sur l'ensemble de la ville, mais effectivement, on a une vision relativement précise pour restituer une occupation urbaine. Grâce à ces relevés, Jean-Baptiste est reparti sur le terrain avec l'archéologue cambodgien Sakada Sakun. Le but était d'identifier au sol les structures révélées par le lidar Tu vois, on est ici. et d'essayer de retrouver des traces concrètes des habitants de cette ville. Je ne sais pas. Qu'en penses-tu? Je ne sais pas non plus. C'est peut-être un vestige. Il va falloir vérifier. Sakada a donc procédé à des sondages. Hi Sakada. Hi Peter. Yeah. How are you? How are you? Grâce au lidar, vous avez été à même d'élaborer une stratégie de recherche et de creuser des tranchées comme celle-ci, un peu partout. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Cette année, nous avons décidé de fouiller la route qui mène au temple. Et nous avons fait de nombreuses découvertes. Nous avons surtout trouvé des céramiques anciennes, dont beaucoup datent de l'époque de Jayavarman II. Cela nous renseigne sur cette période, car ces céramiques, nous pouvons les dater. Et si l'on fait le rapprochement entre ce qu'elles nous apprennent et ce que nous connaissons déjà sur l'histoire de ces temples, nous comprenons que beaucoup de monde vivait ici sous Jayavarman II au IXe siècle. Et voici Mahendraparvata, la cité légendaire, révélée grâce au long travail des archéologues. Avec ses temples secondaires, son temple montagne, son palais, son ingénierie hydraulique perfectionnée et un réseau urbain organisé. Tous les éléments que l'on retrouvera ensuite à Angkor sont ici déjà en place. Mais ce que semblent également indiquer les fouilles, c'est que l'occupation de cette ville a été éphémère. Les archéologues ne savent pas encore très bien pourquoi, mais après moins d'un siècle d'occupation, cette capitale pourtant visiblement opulente va être abandonnée. Et c'est dans la plaine d'Angkor que le pouvoir se déplace à la fin du IXe siècle, reproduisant le modèle urbain initié à Mahendraparvata. La ville a-t-elle été pour autant totalement abandonnée? Un peu partout sur le site, on peut admirer sur ces roches de magnifiques reliefs, sculptés à l'effigie de Vishnu. Des œuvres beaucoup plus tardives. Que signifient-elles? Pourquoi ont-elles été sculptées? Pour répondre à cette question, Jean-Baptiste m'emmène dans l'un de ses endroits préférés, la rivière au mille lingas. Ici, le lit du cours d'eau est couvert de représentations symboliques de Shiva. Quel endroit magique, hein? Superbe, hein. Alors c'est un endroit très particulier, on se trouve dans le lit de la rivière de Siem Reap, sur le plateau du Plum Kulen, toujours. Et c'est un lit entièrement sculpté sur plus d'1 kilomètre de représentation de linga, donc le symbole phallique de Shiva. Et c'est une des caractéristiques de ce site que de multiplier à foison ce motif pour sacraliser d'autant plus cette rivière qui va jusqu'au temple d'Angkor. Mahendraparvata a-t-elle été oubliée? Non, il y a eu un abandon de la capitale en tant que siège du pouvoir royal, mais il y a eu un phénomène important par la suite. Au 10e, 11e, ce site en a une belle illustration. Et en fait, c'est un phénomène d'ermitage. Donc un certain nombre d'ermites lettrés qui se retirent du monde, qui vont dans les escarpements du massif, dans les abris sous roches, s'installer, méditer. On y retrouve des bas-reliefs, des inscriptions, une importante architecture de bois qui montre aussi que ces ermitages sont devenus des centres de pèlerinage. Et c'est un phénomène très important puisque on le retrouve jusqu'à nos jours. Le Plum Kulen a conservé en fait son caractère sacré via ce phénomène d'ermitage quasiment pendant 10 siècles. Belle continuité. Ouais. Les travaux de Jean-Baptiste ont donc permis d'identifier Mahendraparvata, cette capitale aux origines d'Angkor. Mais cette découverte n'est qu'une première étape. Des années de recherche seront encore nécessaires afin d'explorer chaque vestige de cette immense cité qui vient de ressurgir de la jungle.